Bonjour à tous, bienvenue. Donc, ravi de présenter aujourd'hui la société Alchimie dans le cadre de son introduction en bourse. Donc, nous avons le plaisir et l'honneur de vous faire partager la vision de ses dirigeants, Nicolas Duep et Stéphane Taillefer. Et pour introduire donc cette webconférence, Stanislas Janet. Donc, comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser vos questions en direct via le chat à droite en sélectionnant service webconférence. Donc, merci à vous et je vous laisse la parole. Je vous laisse passer la slide numéro 2 et Stanislas, peut-être une petite introduction. Oui, merci Laure, bonjour à tous. Donc Stanislas Janet, je suis Managing Director chez Porzampar. Nous sommes très heureux d'accompagner cette belle société sur les marchés dans le cadre de son introduction en bourse. Alchimie, c'est une des sociétés, une des leaders de la tech en France, classée dans le top 10% des French Web 500. C'est aussi une société, et c'est ce qui nous a plu également, bien évidemment, qui a une démarche RSE qui est au cœur de sa culture d'entreprise, avec une excellente notation de ses performances extra-financières, ses performances ESG de 70 sur 100 par un cabinet externe. Je vais laisser bien évidemment les dirigeants de la société, Nicolas Duep et Stéphane Taillefer, vous présenter la société. Juste pour vous présenter que la période de souscription de l'introduction en bourse dure jusqu'au 23 novembre inclus, jusqu'à 20 heures, et que l'opération est éligible au PMA-PME. Nicolas et Stéphane, je vous passe la parole. Bonjour à tous, merci Stanislas pour cette introduction. Donc effectivement, on va parler aujourd'hui d'Alchimie. Moi je suis Nicolas Duep, le fondateur et le CEO de la société, et je suis accompagné sur le bridge avec Stéphane Taillefer, qui est notre directeur financier. Nous travaillons ensemble depuis quelques dizaines d'années désormais. Alors je vais tenter le passage d'une petite vidéo. En partage pour vous introduire Alchimie. Je pourrais plus jamais voir, mais je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y aura sur cette chaîne? De la boxe anglaise, du kickboxing, de l'agriculture, du bien manger, en illimité et sans publicité. C'est par mois 4,99 €. Je compte sur vous. J'ai pris un rendez-vous avec Alchimie. Monter une chaîne, c'est super simple. On a sélectionné un catalogue. La chaîne est bien en ligne et puis les abonnés sont super contents. Merci à vous tous. Thanks for bringing them to the world. And thank you for the help. Thank you for everything. We are very happy with this collaboration. Hashtag we rise together. Take care.
Voilà, donc Alchemy, c'est une plateforme vidéo qui aide les médias et les talents à lancer leur propre Netflix, c'est-à-dire leur propre service de vidéo à la demande par abonnement. On a déjà lancé en coédition 55 chaînes avec des groupes médias comme Reward ou Prisma, des célébrités comme Guillaume Canet ou Jacques Attali, mais également des youtubeurs type Astronogeek ou Poisson Fécond. Et désormais, nous lançons une nouvelle chaîne par semaine. Alors Alchemy, c'est au-delà des 55 chaînes, c'est déjà une plateforme avec 300 000 abonnés payants. On a construit cette plateforme durant ces dernières années en y investissant 23 millions d'euros. Et désormais, sur la plateforme, on accueille plus de 300 ayants droit issus de la vidéo et de la télévision qui nous ont confié 60 000 heures de catalogue de contenu qu'on va retrouver dans toutes nos chaînes. Et cette plateforme travaille en collaboration avec une soixantaine de partenaires distributeurs du type Amazon, des opérateurs télécoms, des constructeurs de terminaux Huawei ou Samsung. C'est une histoire de croissance. On est passé de 0 à 27 millions d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de 4 ans. Et Alchemy, c'est une équipe, 125 personnes dans tous les métiers du digital, de la tech, du marketing. 50% d'entre eux sont dans la tech. On va parler beaucoup de contenu, on va parler beaucoup de chaînes, mais en réalité, on a une boîte qui est avant tout une boîte de technologie. Et ces personnes sont réparties dans 5 bureaux. Le siège est basé à Paris, à Aubervilliers exactement. Et nous avons des bureaux commerciaux à Londres, à Madrid, à Düsseldorf et à Sydney. Alors, le marché sur lequel on est, c'est un marché de la télévision payante qui est animé par un courant de fond qui s'appelle le cord cutting, c'est-à-dire une transformation profonde des usages de gens qui achetaient des packs, notamment dans les pays anglo-saxons, qui coûtaient assez cher et qui réalisent aujourd'hui qu'ils ont tout intérêt à se limiter à souscrire à de l'Internet et ensuite aller chercher de la télévision en ligne. De cette manière-là, ils n'ont plus à payer des quantités de chaînes linéaires, des chaînes 24/24, 7 jours sur 7, dont ils n'ont pas l'usage, mais ils vont pouvoir consommer ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et ce phénomène-là a été accéléré durant ces périodes de confinement et de reconfinement, puisque les uns et les autres, nous nous sommes retrouvés à la maison avec du temps pour tester et faire l'expérience de Netflix ou d'Amazon. Et l'usage pris, en fait, il n'y a pas de retour en arrière. On a basculé dans une nouvelle forme de consommation qui est celle de l'OTT, donc de la télévision over the top pour OTT, c'est-à-dire la télévision sur Internet. Et ce rendez-vous, il est possible particulièrement maintenant parce que désormais, il y a des réseaux au débit, que ce soit la 4G en France, mais le Wi-Fi dans tous les autres pays, de manière active et à peu près présente dans tous les lieux publics même. C'est une question aussi de terminaux. On a de la haute def pour accéder à partir d'un mobile, d'une tablette ou d'un PC. Et puis, c'est des points d'accès aussi à la télévision. On parle beaucoup box en France, puisque c'est un marché particulier structuré autour de la box, même qui est en train de commencer à expérimenter d'autres concurrents. Mais dans les autres marchés, on passe par un dongle Amazon Fire en Angleterre, on passe par une Apple TV, on passe par une console de jeu pour PS4. Le monde est éclaté et c'est une opportunité pour nous. Donc l'OTT, c'est essayer, c'est l'adopter. Et désormais, en fait, au-delà de cette infrastructure et de ce courant de fond, en réalité, c'est surtout des consommateurs qui veulent regarder ce qu'ils veulent quand ils veulent. Plus personne n'a envie d'attendre 21 heures pour regarder un documentaire sur la nature ou son film. On a envie de cliquer sur l'icône et de le regarder tout de suite. Et ça, c'est absolument structurant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a... c'est un chiffre très important. Au Royaume-Uni, quand vous avez pris un abonnement, par exemple à Netflix, par abonné, il y a 2,6 abonnements. C'est-à-dire qu'on on va pas s'arrêter à Netflix, on va prendre du Netflix, on va prendre du Now TV, puis on va prendre un service type Alchemy ensuite. Alors c'est un marché qui est déjà en place, qui pèse une centaine de milliards et qui a encore une croissance solide et durable pendant les prochaines années, avec une composante payante, dite la SVOD, une composante gratuite financée par la pub, type YouTube, qui s'appelle la AVOD. Alors pour comprendre un peu la dynamique tactique des différents acteurs sur le marché, prenez la courbe jaune, c'est la courbe des audiences, en partant de la gauche les contenus premium, et puis en partant vers la droite qui sont les contenus thématiques.
À gauche, les contenus bien connus, les news, le foot, The Voice, étaient les contenus qui faisaient généralement plus d'audience. Et quand on était dans les thématiques, les audiences étaient plus discrètes, voire même parfois impossibles, puisque vous aviez une barrière à l'entrée. Pour lancer une chaîne de télé 24/7, une chaîne linéaire, il fallait mettre plusieurs dizaines de millions sur la table, et c'était ce qui s'avérait être impossible pour tout un paquet de thématiques. Et au centre, vous aviez les chaînes thématiques. Alors, ce qui est intéressant à regarder, c'est la courbe bleue, qui est la résultante de l'impact de tout ce qu'on dit dans le digital aujourd'hui. Le bleu signifie que sur la gauche, les carrefours d'audience, les contenus live deviennent encore plus incontournables, notamment avec le renfort des réseaux sociaux. Mais ce qui nous intéresse, c'est la partie droite, où les petites chaînes, en fait, les audiences peuvent décoller, parce que les barrières à l'entrée sont effondrées. Et donc, pour lancer aujourd'hui une chaîne sur l'armée ou une chaîne sur la diplomatie, avec le magazine Diplomatie, comme va le faire Alchemy, ou l'a fait Alchemy, eh bien, désormais, on peut faire décoller les audiences. Et au centre, le ventre mou, c'est toutes ces chaînes dites thématiques, les chaînes du câble, comme on les nommait dans le langage populaire, sont aujourd'hui agressées à part la gauche, par toutes les grandes chaînes de télé linéaire qui vont aller récupérer les droits des événements importants. Et puis, nous, on va faire émerger des chaînes plus thématiques, plus ciblées. Donc, faire une chaîne de motocross avec Marvin Musquin attirera beaucoup plus les fans de motocross qu'une chaîne généraliste de l'univers du moteur comme Motor TV. D'ailleurs, qui a quelques soucis, parce qu'ils émettaient partout en Europe et aujourd'hui ont plutôt disparu. Et c'est le cas de toutes ces chaînes du câble qui sont devenues notre territoire de chasse, qui pèsent 40 milliards au niveau mondial à l'heure actuelle et qui sont en train de perdre leurs abonnés et que nous, on va aller solliciter en leur proposant des offres bien ciblées sur des thématiques pertinentes. Alors, si on classe un peu tous les acteurs selon un radar un peu simple, vous avez sur la gauche donc le gratuit financé par la pub, donc c'est le domaine de YouTube. Nous, on n'est pas en face de YouTube, on est du côté du payant. Et dans le côté du payant, vous avez en bas de votre écran des catalogues généralistes, donc c'est les acteurs, tous ces titans dont vous connaissez tous les logos qui vont proposer de la série, du film, qui s'affrontent pour le 85% du marché du payant et qui sont à un stade de conquête, de taux de pénétration pour aller chercher tous ces foyers qui débarquent dans cet univers de la télévision sur Internet, donc qui sont vraiment concentrés sur ce territoire de jeu. Alors nous, on n'est pas du tout là, on va aller dans le catalogue affinitaire, au-dessus, et on va croiser le chemin de Gaïa qui propose des offres dans le bien-être, ou Curiosity Stream pour tout ce qui est découverte, ou Cinedigm sur le manga. Alors nous, on est un peu, si on prend une image, vous voyez, quand vous rentrez dans un kiosque à journaux, vous allez prendre Le Monde et puis peut-être un hebdo type Express, et le magazine qui est derrière, c'est des trends d'architecture, de voitures ou de cigares. Et donc nous, on est cet achat en plus, ça ne concerne pas tout le monde bien évidemment, mais on est cette démarche autour des passions et des centres d'intérêt. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Prenons l'exemple du cas de la chaîne Cultivons-nous, qui est une chaîne dédiée au monde paysan, construite avec Guillaume Canet et Édouard Bergeon. Donc c'est une chaîne qui est lancée en 8 semaines, le temps de se mettre d'accord sur un contrat. Ensuite, Édouard Bergeon va venir avec Guillaume Canet dans notre bibliothèque de contenu qu'on a agrégée. On va leur mettre à disposition quantité de documentaires pour qu'ils construisent de leur playlist. Ils vont sélectionner une 50aine d'heures avec des documentaires qui leur parlent, qui vont illustrer le thème du bien manger, du circuit court qu'ils ont envie de mettre en avant dans leur chaîne. Puis, on va réaliser à partir de notre plateforme technique le site pour qu'il soit disponible sur le PC, une tablette, le mobile. Et au bout de 8 semaines, il ne restera plus qu'à Guillaume Canet à faire de la promotion sur ses réseaux sociaux de sa chaîne auprès de ses millions de followers de Facebook ou d'Instagram, et donc de rerouter une petite partie de ce trafic vers sa chaîne et le convertir en abonnement. Alors concrètement, vous avez un site avec des ergonomies tout à fait classiques, donc vous allez pouvoir retrouver tous ces documentaires. Quand vous voulez regarder un documentaire en particulier, vous cliquez dessus et puis vous pouvez le visionner sur l'écran où vous êtes. Et le petit clin d'œil, c'est que il y a 2 semaines maintenant,
Guillaume Canet a produit avec Marion Cotillard un premier documentaire sur un agriculteur, un céréalier qui va jusqu'à produire son pain désormais, vendre son pain. Et ce documentaire est en exclusivité sur la chaîne. Donc c'est une petite portion, c'est un documentaire, le reste c'est nous qui l'avons amené. Et ça commence à montrer aussi le genre de touche exclusive qu'on peut amener. Alors le modèle économique, et c'est important de s'y arrêter, c'est un modèle de partage de revenus. Donc la chaîne de Guillaume Canet, en l'occurrence, là, qui est à 4,99 €, si vous retirez la TVA, ça fait 4,20 €. Donc on va rémunérer les ayants droit, donc tous ceux qui nous ont amené les catalogues de contenu, plus la SACEM, les différents organismes collecteurs, à hauteur de 30%, c'est-à-dire 1,40 €, et ils vont se partager 7,40 € en fonction de l'audience. Et nous, derrière, on a 2,80 € et on va faire 50-50. 50 entre ces médias qui s'appellent Reward, Prisma ou Jacques Attali, médias et talents, et puis qu'on appelle talent, pardon, et puis 50% pour Alchimie, et 7,40 €, on va avoir une dizaine de pourcents de coûts variables, et ensuite on va contribuer directement à nos coûts fixes. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, on est une alternative à d'autres moyens qui existent. Pourquoi Guillaume Canet et Bergeon n'ont pas lancé une chaîne sur YouTube? En fait, YouTube, quand vous allez sur le monde agricole, c'est déjà pas évident de générer 1 million de vues. Et si quand vous générez 1 million de vues par mois, grosso modo, vous touchez 500-600 € de monétisation publicitaire tous les mois, ce qui fait en rythme annuel à peu près 6 000 €. Et nous, si vous avez plusieurs millions de followers, c'est que vous arrivez à convertir cette audience en 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, ça va leur permettre de toucher, nos deux associés, 168 000 €. Alors, il ne s'agit pas d'opposer YouTube ou Alchimie, ou qu'Alchimie remplace YouTube. On n'est pas du tout dans ce genre de raisonnement. Au contraire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Donc ils vont, et on va s'associer avec des gens qui ont une audience sur YouTube, une audience sur leurs réseaux sociaux pour pouvoir faire la promotion de la chaîne, pour pouvoir promouvoir leurs documentaires, leurs combats, leurs idées, et rerouter ce trafic directement sur nos chaînes derrière. Donc on est un outil en réalité de monétisation de tous ces trafics sur les réseaux sociaux qui sont très abondants. On est en partenariat déjà avec quelques exemples, des groupes médias, principalement dans la presse, un groupe comme Reward, on a lancé déjà 3 chaînes, nous 2, Téléstar, Guerre et Histoire, c'est du Diplomatie également, c'est The Big Issue en Angleterre, qui a une très forte notoriété, c'est des youtubeurs qui vont conserver leur chaîne, bien évidemment, où ils produisent leur contenu et compléter ces offres avec nos contenus pour pouvoir enrichir l'expérience autour de leur nom. Ensuite, c'est des producteurs, c'est des talents, des célébrités, on parlait d'Atali, de Canet ou Dr Karan. Enfin, c'est des institutions comme l'armée française avec Army Stories ou Vaughan qui est un centre de formation à l'anglais en Espagne. Voilà, donc on a toutes nos chaînes, elles portent des numéros, un peu un Wall of Fame. À l'heure présente, au moment où on a enregistré à l'AMF, on était à la chaîne 55, on est en 57 à l'heure actuelle, et on a une roadmap, un plan qui est déjà monté et signé jusqu'à la fin de l'année pour être à 70 chaînes le 31 décembre 2020. Alors, nous, concrètement, pourquoi on peut faire tout ça? C'est qu'on a monté ce qu'on appelle une plateforme au sens technologique du terme, c'est-à-dire un dispositif qui va permettre à 3 types d'acteurs de travailler ensemble. Donc c'est les ayants droit d'une part, tous ces gens qui ont des catalogues de contenus, vous savez, la plupart des contenus, après leur diffusion en télévision et en replay, finissent sur des étagères et ne sont pas consommés. Donc nous, ils ne sont plus monétisés. Donc nous, on va aller les voir, on va leur dire, on va récupérer tous ces contenus et on va aller les mettre dans des chaînes un peu exclusives auprès de distributeurs auxquels vous n'avez pas accès. En revanche, notre modèle économique, et ça c'est disruptif, c'est on ne va pas vous les acheter, on ne va pas dépenser d'argent, on va juste faire un partage de revenus et vous serez rémunéré quand ces contenus seront mis dans les chaînes et qu'ils auront généré des audiences. Donc c'est un accord assez agile qui est assez nouveau. Les médias et les talents, on a vu la façon dont on se partageait l'argent, et donc on va même se partager la copropriété des bases et des marques quand on les crée. Puis les distributeurs, c'est des gens qui ont du trafic.
du type Orange, Bouygues, Huawei. Et donc là, on va les aider à monétiser toutes ces audiences en venant avec un dispositif, une offre clé en main qui va leur permettre de prendre une commission sur tous les abonnés qui vont ramener vers nos services. Alors, vous avez là des logos chez les ayants droit de grandes sociétés plus petites, que des acteurs en général imposants et pan-européens, voire mondiaux du côté distributeur avec lesquels nous travaillons à l'heure actuelle. Alors maintenant, on a un plan d'action, on va conquérir le cœur des talents pour les amener sur notre plateforme. Donc dans le plan d'action, le premier levier, c'est d'abord continuer à faire grossir ce catalogue. On a déjà 60 000 heures de contenu sur toutes les thématiques. Ça progresse de 2000 heures tous les mois. On travaille avec plus de 300 acteurs à l'heure actuelle, un peu partout sur le monde. Et le mode opératoire est toujours le même. On a une équipe de commerciaux, une équipe licensing, comme on dit, qui va aller dans les salons virtuels en ce moment, mais se faire connaître, se faire reconnaître, expliquer ce modèle innovant du revenu cher. Et puis en général, on nous confie quelques heures pour voir ce qu'on vaut, ce qu'on est capable de faire. Puis ensuite, on va aller, quand on aura fait nos preuves, à l'issue de cette période probatoire, récupérer une grande partie du catalogue pour pouvoir monter l'ensemble de ces chaînes. Ensuite, ce côté distribution, le catalogue d'Alchimie, il se distribue avec deux grandes façons de faire. La première, c'est celle qu'on appelle le bouquet. Donc c'est-à-dire qu'on va vendre toutes les chaînes, toutes ensemble, dans un pack, et on les distribue à travers une app qui s'appelle TV Player. Donc, elle se vend entre 7 et 9 euros selon les pays. Donc, en France, à 9 euros, et vous avez une vingtaine de chaînes disponibles pour ce prix-là. Et cette app, on va aller la faire connaître auprès du grand public à travers des bannières et des systèmes de marketing digital sur Google et Facebook, où on va faire des accords de partenariat avec les distributeurs type Amazon Fire ou Huawei pour avoir des mises en avant et récupérer des abonnés. Et puis l'autre méthode qu'on a, c'est ce qu'on appelle le standalone, c'est-à-dire qu'on va vendre les chaînes toutes seules. Et donc quand vous répondez, vous cliquez sur un post de Téléstar ou de Guillaume Canet ou d'Edouard Bergeon, vous allez vous abonner directement à leur chaîne. Et dans ce cas-là, les chaînes sont vendues entre 2,99 € et 4,99 €. Donc si vous voulez prendre plusieurs chaînes, vous avez tout intérêt à passer tout de suite sur TV Player, il n'y a juste pas de débat. Voilà, donc TV Player est déjà actif en France, en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis depuis un mois avec des résultats assez encourageants. Et dans le plan, l'idée va être de le déployer dans les pays germanophones et puis en Amérique latine. On a clairement dans notre plan un focus particulier et prioritaire sur les langues anglaises et l'espagnol, puisque vous avez des bassins d'audience qui se chiffrent en centaines de millions, et derrière les deux autres langues qu'on travaille sont le français et l'allemand. L'allemand, c'est un gros bassin de 90-100 millions, donc assez circonscrit mais très riche, avec de très forts ARPU, là où sur la France, c'est la France et les pays limitrophes, on n'a pas prévu d'aller en Afrique, il y a beaucoup trop de problèmes de recouvrement et de monétisation. Notre troisième équipe commerciale, en fait, c'est celle qu'on appelle les talent managers qui vont aller chercher les marques et les célébrités pour les convaincre de lancer des chaînes. Alors, ils partent pas tout horizon, on a des familles, donc on charge des chaînes avec des engagements sociétaux très forts. Donc c'est Cultivons-nous sur le monde agricole, c'est Grand Air sur la ruralité et la chasse, c'est Islamoscope qui malheureusement a fait parler d'elle avec des actualités récentes. Donc là, on a des gens qui souscrivent, qui restent abonnés parce qu'ils soutiennent la cause. Ensuite, on a les fan clubs. Donc, quand on est fan de Le Banner, eh bien, on souscrit à ce que fait Le Banner et donc on va suivre des personnes référentes de cette manière-là. La troisième famille, c'est les guides, donc des gens qui ont autorité dans leur domaine et qui sont connus pour, que ce soit Attali dans la finance ou le magazine Guerre Histoire autour de l'histoire et qui vont traiter, faire des sélections éditoriales pour décrypter et donner des orientations ou influencer. Et puis la quatrième, c'est l'éducation.
les consommateurs sont prêts à payer pour apprendre. Donc une chaîne par exemple avec Poisson Fécond, qui est un gros youtubeur qui a un peu plus de 2,5 millions de followers sur sa chaîne gratuite, qui va proposer une chaîne payante, et quand il parle d'un sujet dans les vidéos qu'il produit lui-même, par exemple le continent de plastique, alors il va faire référence à un documentaire qu'il a mis dans sa chaîne payante, et une petite partie de son audience va pouvoir suivre l'aventure, en savoir plus, payer et regarder la vidéo dont il a parlé. Voilà, alors nous, je vous parlais tout à l'heure d'une boîte qui est très tournée vers la technologie. Je sais que tous, quand vous cliquez sur le triangle d'une vidéo, ça s'enclenche et c'est une évidence. Derrière, c'est beaucoup plus complexe, donc tout ce que, depuis l'ingestion des contenus jusqu'à ce clic, la facturation, le reversement, tout ça c'est la partie immergée de l'iceberg. On la voit pas, elle est évidente, elle se fait oublier, mais c'est quand même plus de 50% de la boîte qui travaille là-dessus. La partie émergée de l'iceberg d'un point de vue technologique, c'est Alchemy Studio, c'est toutes ces interfaces qu'on va mettre à disposition de ces parties prenantes, donc les ayants droit ou les talents qui travaillent avec nous. En fait, notre objectif, c'est de les faire travailler à notre place. Donc, ils vont avoir une interface pour télécharger des contenus, regarder leurs stats, mettre à jour leur chaîne, sélectionner, visionner des vidéos. Comme ça, ils n'ont pas besoin de nous appeler, ils travaillent tout seuls dans leur coin, et puis on leur met à disposition aussi des outils statistiques afin qu'ils aient des idées. Et chaque abonné gagné ou gardé est une victoire pour eux, et de facto une victoire pour nous. Voilà, alors derrière tout ça, c'est une équipe. On a une politique RH très agressive, parce que dans le monde du digital, attirer les meilleurs et surtout les garder, c'est un combat quotidien. Donc on a à l'heure actuelle monté d'abord une équipe qui est globale, hein, on a 14 fonctionnalités, on ne fait pas un projet français, donc on veut une vision des contenus un peu partout sur le monde, c'est un métier de volume, donc on doit adresser quantité de pays, et donc on a mis en place plein d'actions avec un peu responsable, où Stanislas en parlait tout à l'heure. On est assez attentif à toutes les performances ESG, donc notamment dans le process de l'APO, on a fait des tests, donc Happy at Work, c'est des questions, il faut que plus de 60% de notre société ait voté de manière anonyme à toute une série de questions, et notre score nous place dans le top 5% des sociétés. C'est important pour nous, notamment pour des populations de tech qui sont en général toujours très critiques. Et puis, c'est un test Etifinance de 70 sur 100 pour une première fois, où on était plutôt assez surpris, qui nous classe dans société avancée plus, c'est juste aux portes de l'exemplarité, puisque l'exemplarité est à 75 sur 100. Mais on va y aller assez rapidement, j'espère, parce qu'on a été pénalisé, par exemple, sur le fait qu'on n'a pas de charte de la diversité. On a 14 nationalités différentes, mais on a fait du Monsieur Jourdain, on n'a pas écrit tout ça, donc on va le formaliser, ce qui va nous permettre d'aller rapidement chercher les notes qui nous manquent. Alors, donc vous avez compris, on a 4 grands actifs. Le premier, c'est notre catalogue de contenu. On a fait un travail de fourni et on est assez unique au monde dans cet exercice-là. On a construit un réseau de distribution. Ça, c'est une avance sur le marché, parce que c'est du temps et tout le monde peut arriver à le reproduire, mais aller faire des contrats avec les Chinois HNZ, ça prend du temps. Et puis la plateforme technologique, c'est un vrai savoir-faire métier. C'est pas du tout un business de start-up qui peut être reproduit comme ça en 2-3 mois. On a des équipes assez experts. Le patron technologique de tout ça arrive du groupe Canal, où il a travaillé pendant 20 ans. Et puis le quatrième actif, qui sera à terme celui qui aura le plus de valeur, c'est ce catalogue de chaînes en coédition avec tous ces talents et toutes ces marques, et surtout en copropriété. Voilà, alors notre modèle économique, rapidement, hein, c'est un modèle économique de coût fixe. On a fait l'investissement. Aujourd'hui, ça nous coûte 10 millions d'euros par an d'entretenir cette plateforme. C'est-à-dire 90% de cette somme, c'est du salaire. Et donc, on va avoir des équipes de licensing, des équipes de distribution, des équipes techniques qui sont en place, que ce soit pour gérer 30 chaînes ou que ce soit pour en gérer 150. Et donc, chaque chaîne supplémentaire qu'on va rajouter va nous générer un pouillème de coûts variables à la fois pour la mise en place et puis dans sa durée de vie. Donc, on a plutôt une grande visibilité. Et de facto, chaque chaîne lancée va générer des abonnés supplémentaires. Ces abonnés supplémentaires étant
je vous l'ai dit tout à l'heure, rentables, vont avoir une contribution à ce coût fixe. Donc le but du jeu, ça va être de se lancer un maximum de chaînes pour pouvoir agréger les abonnés. Stéphane, je te laisse prendre les indicateurs. On a mis en place quatre indicateurs clés pour piloter notre projet de croissance. Le premier, c'est le nombre de chaînes, c'est celui qui va driver le chiffre d'affaires et demain les profits. Donc on aura édité 70 chaînes d'ici la fin de l'année. Et le croisement des courbes présenté précédemment par Nicolas, donc l'atteinte de la taille critique pour les premiers euros de profit, vont s'établir pour 210 chaînes éditées et coéditées. Donc ces 210 chaînes correspondent à un rythme légèrement supérieur à celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on lance une chaîne par semaine. Pour atteindre 210 chaînes, on va passer à 1,3. Et ça, on va s'appuyer à la fois sur les fonctionnalités de la plateforme, on va réduire les délais de lancement, mais aussi sur le déploiement à l'international. On a 4 bassins linguistiques, l'hispanophone, le francophone, le germanophone et l'anglophone, bien entendu, où nous sommes présents avec des bureaux à Londres. Et donc, on vise plus de 600 chaînes à horizon 2024. Le deuxième indicateur, c'est le nombre d'abonnés. Donc, 330 000 d'ici la fin de l'année. La taille critique, on va l'atteindre avec 1,2 million d'abonnés fin 2022. Et on vise 3 millions à horizon 2024. Ça correspond à un objectif de 5 000 abonnés en moyenne par chaîne. Donc, on n'a pas pris des objectifs de plusieurs centaines de milliers de chaînes concentrées sur quelques chaînes. On est vraiment sur un déploiement multithématique et multi-pays. Voilà, et on garde ce ratio sur l'ensemble de notre plan en termes d'objectifs. Le troisième indicateur, c'est le panier moyen, on l'appelle l'ARPUBI, c'est un peu technique, mais c'est quoi? C'est le revenu moyen généré par abonné sur une période de 12 mois. Ça nous permet de mesurer la rentabilité sur les 12 premiers mois en moyenne de vie de nos abonnés. C'est un indicateur qui est relativement flat et légèrement baissier dans le plan. Pourquoi? Parce qu'on veut rester compétitif en termes de prix public. Aujourd'hui, on a plus des offres packagées à 9,99. Là, l'objectif, et depuis le début de l'année, c'est ce que l'on fait, on lance des chaînes entre 2,99 pour les plus accessibles et 4,99 pour la plupart, en fait. Voilà, donc objectif, rester compétitif, 4,99. Et on maintient cet objectif d'ARPU à une vingtaine d'euros sur une période de 12 mois. Le quatrième indicateur, c'est la top line, c'est le chiffre d'affaires et c'est la conséquence des 3 premiers, nombre de chaînes, nombre d'abonnés et panier moyen. Donc on aura généré le premier 1,5 million en 2017, puis ensuite 10 millions en 2018 et sur l'exercice 2019, 18 millions. On va atterrir à hauteur de 27 millions d'euros de chiffre d'affaires. On peut le partager avec vous parce que les modèles économiques à l'abonnement permettent une lisibilité de ce chiffre de façon très précise. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le partage sans difficulté. La taille critique, on va l'atteindre avec 58 millions d'euros de chiffre d'affaires en T4, donc sur l'exercice 2022. Et le 4e trimestre sera rentable parce qu'on aura atteint cette taille critique. Donc je rappelle, à 210 chaînes et 1,2 million d'abonnés sur 2022. Et on vise une taille de société de 150 millions en horizon 2024. Je rappelle, 600 chaînes et plus de 3 millions d'abonnés. Donc ça correspond au PNL en norme internationale, IFRS. Donc pour résumer, on a un taux de marge brute de 50% sur cette activité. C'est la différence entre les revenus, donc le chiffre d'affaires de l'ensemble des chaînes, et les coûts des ventes. Dans les coûts des ventes, vous avez ce qu'on reverse en termes de royalties auprès des fournisseurs de contenu. Ça, c'est notre pétrole, la matière première. Ce sont les vidéos, ce sont les royalties. La deuxième composante, ce sont les frais de facturation de distribution quand on passe par différents distributeurs, les grandes plateformes, les Amazon, les Google, les Apple, les opérateurs telco, constructeurs de télé, constructeurs de téléphones, notamment. Cette marge brute, elle va nous permettre d'amortir différents coûts. Donc, un des assets de la société dont a parlé Nicolas, c'est la plateforme. Ça, c'est la ligne frais technologique et développement. Là, on est en amélioration continue. Maintenant, on rajoute des fonctionnalités au bénéfice des ayants droit et au bénéfice des médias talents. La ligne suivante, frais de marketing et vente, correspondent au partage de revenus qu'on fait
avec les méga-talents. Ça, si vous vous rappelez, c'est le tiers qui est reversé aux méga-talents, mais vous avez aussi des budgets publicitaires pour faire la promotion de l'offre packagée, pour amplifier les différents contrats de distribution qu'on a avec les acteurs que j'ai cités précédemment. Enfin, la ligne frais généraux administratifs, management, plus fonction support qui vont sécuriser l'ensemble des deals avec l'ensemble de la chaîne. Donc, en conclusion, on vous rappelle la forte croissance entre 2019 et 2018, plus 83%. Sur le premier semestre 2020 comparé au premier semestre 2019, plus 56%. On a mis en place un modèle économique avec un cercle très vertueux. Pourquoi? Parce que plus on rajoute du contenu, plus on élargit la gamme de nos différentes chaînes, et si on le fait en rythme d'une par semaine, ces chaînes permettent d'ajouter auprès de nos différents distributeurs de nouvelles thématiques, et ces réseaux de distribution nous ouvrent des potentiels d'abonnés. Et ces potentiels d'abonnés nous génèrent ensuite de nouveaux revenus. Et ces revenus donnent envie à de nouveaux ayants droit ou nos ayants droit actuels de nous confier beaucoup plus de catalogues. Et ainsi de suite. Et donc ça va renforcer progressivement notre pouvoir de négociation, parce que grâce à la plateforme qu'on a développée, ça nous permet d'externaliser un certain nombre de coûts, notamment l'onboarding de nouveaux ayants droit, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité maintenant d'enregistrer, sauvegarder, stocker, référencer les nouvelles vidéos par eux-mêmes. Et c'est vrai aussi pour les médias talents, ils sont en capacité de créer leur propre chaîne, d'animer leur playlist et d'aller choisir et mettre en avant de nouvelles vidéos directement dans leur chaîne qui coédite avec eux. Donc voilà, l'ensemble des acteurs participent au succès de ce projet. Donc aujourd'hui, nous levons 20 millions d'euros pour pouvoir accélérer le développement de la société. C'est-à-dire qu'on a une sorte de first mover advantage et qu'on veut consolider, voire pouvoir accroître. Donc en fait, sur ces 20 millions d'euros, vous avez 75% d'argent qui va servir à la croissance organique et l'expansion internationale. Il s'agit d'aller jusqu'au T4 2022, le break-even. On a grosso modo déjà le rythme de lancement des chaînes pour pouvoir y aller. On accélérera ensuite, mais on a plutôt sécurisé dans un premier temps le break-even. Et puis c'est une notion d'expansion internationale. On pense pas géographie, on pense linguistique. Donc avec l'anglais qui nous a fait déjà mettre un pied aux États-Unis et l'espagnol qui nous attire vers l'Amérique du Sud. On a un enjeu de recrutement de personnes clés pour pouvoir structurer ces zones. Puis c'est 25% sur la croissance externe. À date, on a fait déjà l'acquisition de 2 sociétés, Tévolution, une première dans le monde de l'OTT, puis la deuxième, TV Player, qui est en septembre 2019, qui nous a permis de pénétrer le monde des médias anglo-saxons. On a été racheté à Londres, et puis on a pu faire un certain nombre de synergies avec cette société, de synergies de technologie, synergies également de contenu, et donc passer une boîte qui était négative à quasiment à l'équilibre et prochainement rentable. C'est surtout que ça nous a fait gagner beaucoup de temps en récupérant une équipe tout de suite implantée dans un écosystème. Voilà, alors on a quand même trois rendez-vous. Un premier rendez-vous, c'est un rendez-vous à court terme, à la fin de l'année, pour valider notre profil de croissance et toucher les 27 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un rendez-vous à moyen terme pour aller chercher la rentabilité. C'est vrai qu'avec Stéphane, on a toujours géré des boîtes rentables, donc là, être dans une phase de surinvestissement, c'est un peu particulier. Maintenant, on sait que chaque abonné est rentable et on connaît le chemin d'accès à cette rentabilité, donc il faut pouvoir l'exécuter. Et puis, à long terme, c'est un projet ambitieux. On parle de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est 5 fois le point de départ, mais au moins, ça reste tout à fait humble, vu la taille du marché qui est dans le monde occidental qui est devant nous. Et puis, c'est un taux de marge aux alentours de 20 points. 20 points parce qu'on a un modèle en complet partage de revenus, mais on sait dans un deuxième temps comment l'améliorer, puisqu'il nous restera à fixer un certain nombre de coûts, et je pense notamment aux coûts de contenu. Suivez mon regard, c'est rien d'autre que ce qu'a fait une société comme Netflix il y a quelques années, en passant du catalogue de tiers à des productions qui sont devenues les siennes. Mais dans un premier temps, on ne lève pas de l'argent pour produire, on lève de l'argent pour se déployer. 4 idées à retenir donc pour le projet Alchimie. La première, c'est qu'on est basé
On est installé sur un courant de fond qui est cette transformation de la télévision payante qui est plutôt accélérée en plus avec tout ce qu'on vit autour du Covid. La deuxième, c'est qu'on est dans un secteur ultra dynamique qui est l'OTT, mais on y rentrait avec un angle particulier, un positionnement assez unique et des actifs qui sont désormais des barrières à l'entrée. Le troisième, c'est que, comme vous l'avez vu, on a un modèle économique plutôt agile. On n'a pas signé de minimum garantie, de pas de porte, etc., qui sont autant de cordes au cou qui nous tueraient si on avait besoin de s'ajuster. La seule ligne de coût fixe qu'on ait, c'est notre équipe et on en a une maîtrise. Donc, ça nous permet de continuer à prendre notre place sans prendre de risques inconsidérés. Et le quatrième, c'est qu'on a posé les bases d'un business dit de plateforme. Vous voyez, c'est un peu comme Airbnb où au bout d'un moment, c'est les propriétaires et les locataires qui font tourner la machine et qui génèrent les marges d'Airbnb. Nous, on a failli les germes de quelque chose qui ressemble à ça, puisque les ayants droit commencent à travailler à notre place, les distributeurs nous mettent en avant, et puis on est sollicité par des talents et des médias qui eux-mêmes vont générer des opportunités de monétisation pour tout le monde. Charge à nous de nous installer au centre et de collecter les marges qui vont s'en dégager. Voilà, donc on a été très rapidement. J'imagine que dans le chat, un certain nombre d'entre vous auront des questions sur certaines parties de la présentation et on aura plaisir à y répondre. Je crois que vous pouvez également prendre la parole en activant vos micros. Alors oui, non, c'est moi qui vais poser les questions. Elles arrivent via le chat effectivement. Donc première question, une question de management. Quelle est la vision du marché en général de votre industrie des personnes, enfin des entreprises comme YouTube ou Netflix ne pourraient-elles pas avoir la même logique d'affaires qu'Alchimie, c'est-à-dire des abonnements pour des contenus de niche? Première question. Alors, c'est une question de timing. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, comme je le présentais tout à l'heure, ils sont complètement focus sur le gros du marché, donc ce qu'on appelle le mainstream, les séries, les films, dans un marché qui en est à ses débuts. On est près de 180 millions d'abonnés à date pour Netflix, mais ils visent à doubler, où on est sur Disney aux alentours de 75 millions d'abonnés et ils ont plus qu'à doubler. Donc ils sont concentrés sur ce gâteau. Et on en est au début. Vous prenez l'acteur français, Salto, qui est l'alliance entre TF1, M6 et France Télévisions, n'a que 3 semaines ou 15 jours même de vie. Donc on est au tout début de l'histoire. Donc aujourd'hui, ils sont absolument pas préoccupés par tout ce qui est de niche. Probablement que dans 3 ans ou 4 ans, quand ils auront saturé leur marché, ils se poseront la question de savoir où sont leurs relais de croissance et comment ils peuvent améliorer leur valeur client. Et c'est à ce moment-là qu'ils pourraient regarder de notre côté. Et je dirais que pour tous les investisseurs, à ce moment-là, ce sera plutôt une bonne nouvelle. Merci. Autre question. Pourquoi la rentabilité serait atteinte avec 1,2 million d'abonnés, donc 4 fois l'actuel nombre d'abonnés ou à peu près? Quelle est la raison? Stéphane, tu veux la prendre? Stéphane? Bon, je vais la prendre. Donc en fait, nous on a donc 2 canaux. Nos abonnés, ils arrivent via les offres packagées et via les offres de chaînes toutes seules. Donc en fait, plus on va lancer de chaînes, plus on va avoir des abonnés mécaniques. C'est-à-dire qu'à chaque fois le média en fait la promotion et collecte ses abonnés. Donc on les empile. Et comme chaque abonné est rentable, donc quand vous prenez un prix de 4,99 €, Alchimie touche 1,40 €, c'est-à-dire quasiment 1,20 € net de coût variable. Donc 7,20 € va aller contribuer à nos coûts fixes. Et donc c'est de cette manière-là qu'on va aller chercher le banquier. Merci. Autre question, comment voyez-vous le marché américain et cette compétition américaine sur ce secteur? Alors, le marché américain, c'est 50% historiquement du marché de la PTV dans le monde occidental, avec des consommateurs qui sont très nombreux, qui consomment toute forme de contenu et qui sont prêts à les payer. Alors, c'est toute la différence d'un Français, erreur à pas faire. Le Français, il n'a pas eu de chaîne du câble, ce genre de choses. Il a toujours eu tout gratuit.
De toute façon, il ne veut pas payer et donc il faut lui vendre ses contenus à travers des offres de télécom. Et puis il vit sur un marché où tout tourne autour de la boxe. Voilà. Alors ça c'est très 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 atypique, c'est juste ce marché. C'est pour ça qu'on se tourne beaucoup vers les autres marchés comme l'Angleterre, l'Allemagne ou les États-Unis. Là, on tombe sur des marchés très larges et où les niches n'en sont plus vraiment parce que des passionnés de chasse, des passionnés de pêche, des passionnés de découverte d'astronomie, là où vous pouvez en avoir 10 000 en France, vous rajoutez très vite un zéro aux États-Unis. Donc c'est ce qui nous motive à aller le plus rapidement possible sur ce marché. Merci encore. Grossir par acquisition d'entreprise, est-ce que c'est une solution à votre croissance? Est-ce que c'est votre stratégie? Alors, nous, on n'a pas on lève 20 millions, donc on n'est pas en train de lever une somme qui va faire qu'on va grossir en faisant l'acquisition d'un jumeau d'une taille équivalente et grossir de cette manière-là. On n'est pas là-dedans. On est plutôt dans les acquisitions tactiques qui nous permettent de prendre pied très rapidement sur un marché, parce que construire une équipe, pour le coup, ça prend du temps. Donc, vous voyez, en Angleterre, entre un an plus tard, on est actif, on lance des chaînes, on fait partie de l'écosystème. Ça nous aura pris en un an, on aura été efficace. Il faut tout démarrer from scratch. C'est ce qu'on a fait en Espagne, ça nous a pris 2 ans. Donc on gagne du temps en faisant ce genre d'acquisition. Donc c'est plutôt des acquisitions vraiment tactiques. Là, on a potentiellement une cible aux États-Unis. C'est une petite société, quelques salariés. On ne veut pas du tout prendre un risque d'exécution dans l'intégration d'une grosse boîte, un risque financier qui ferait qu'on perdrait le focus sur notre plan d'action. Donc, on n'est pas du tout dans ce genre de démarche. Alors, de mon côté, je n'ai plus de questions. Est-ce que vous en avez reçu de votre côté? Moi, c'est bon. En tout cas, c'était très intéressant. Un grand merci pour la découverte de votre entreprise. Je ne sais pas si Stanislas va reprendre la parole. Cette vidéoconférence a été enregistrée. Vous pourrez la retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Vous n'avez pas une question de votre côté? Alors moi, j'ai un chat qui a l'air d'être... je ne sais pas exactement comment vous l'avez récupéré. Je pense que c'est vous qui avez la main. Oui, enfin, les gens ont posé des questions via mon chat perso. Merci encore à tous de votre présence, de votre temps, parce qu'on sait que dans le cadre de NetBio, le programme est très chargé. Donc merci d'avoir pris le temps pour les investisseurs privés de présenter votre entreprise. On vous souhaite un grand succès et voilà, et votre conseiller est à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci de votre attention et de votre temps. Voilà. Ouais. Merci beaucoup et à demain pour une autre conférence sur le secteur de l'hydrogène. Au revoir.